Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire consacré à la frugalité et la décarbonation avec un grand focus data center. Je suis Stéphanie Schoen, directrice écosystème d'Actantis. Donc Actantis, un petit rappel, c'est le nouveau nom de Pôle SCS que vous connaissez peut-être depuis l'intégration de la dimension photonique avec le pôle Optitech qui a été intégré en 24. Donc, maintenant, notre petit nom, c'est Actantis. Et nous sommes donc le pôle de compétitivité Deep Tech numérique photonique de la région Sud et de la région Occitanie. Avant de commencer, quelques éléments. Donc, le webinaire sera enregistré. Vous pourrez le revisionner en replay, même si c'est pas bon d'un point de vue du CO2, de la consommation carbone. C'est pas bon de faire des replays, mais nous, on va le faire quand même, parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui n'auront pas pu participer. C'est tout à fait logique. Vous avez un module questions dans votre barre latérale droite. N'hésitez surtout pas à poser des questions au fil de l'eau, on les traitera. Les micros, bien sûr, des auditeurs sont coupés pour éviter de déranger le bon déroulement. Et seules les vidéos, les caméras et les micros des intervenants seront activés. Donc, le vif du sujet, on va en parler pendant une petite heure. C'est un sujet qui nous tient à cœur parce qu'on se rend bien compte que les sujets de transition écologique sont prégnants aujourd'hui. Au sein d'un pôle de compétitivité, bon, d'abord, notre mission, c'est d'accompagner le financement et la R&D, bien évidemment, des entreprises techno. Mais on a aussi un autre objectif dans ce sujet de la transition écologique. En fait, on en a trois. On veut vous aider en tant qu'entreprise ou partenaire à mieux comprendre comment vous engager, à vous donner les clés, les moyens de le faire. On veut aussi que vous puissiez anticiper les exigences qui sont celles d'aujourd'hui, mais surtout aussi celles de demain, et pas uniquement celles de vos clients, mais aussi celles de vos collaborateurs, celles de vos partenaires, que ce soit des partenaires commerciaux ou des partenaires financiers, celles de vos investisseurs, celles de vos institutionnels, partenaires institutionnels, la région, le territoire, l'État. Et enfin, vous aider à valoriser ce que vous faites, parce que beaucoup d'entreprises font des choses très très bien, mais ne les valorisent pas forcément dans un objectif de faire savoir ou de montrer ce qu'ils sont capables de faire. Je sais que beaucoup de nos adhérents, on a 300 adhérents, on a plus de 250 industriels, au travers de tout leur développement, beaucoup sont dans la frugalité logicielle, dans l'éco-conception hardware. Beaucoup le sont, mais ne l'affichent pas, ou pas forcément. Donc voilà les objectifs qu'on a nous pour vous aider dans la transition écologique. Il y a des dispositifs également régionaux, celui de la région Sud avec CEDRE que vous connaissez peut-être, et des partenaires qui nous aident. Chaque année, on fait un cycle de transition écologique avec 5 ateliers. Donc là, nous en sommes au milieu. 24 juin, frugalité et décarbonation du numérique. Nous avons travaillé les sujets de consommation énergétique des logiciels au mois d'avril. On a travaillé l'éco-conception hardware en mars. On travaillera encore beaucoup sur le sujet de la trajectoire carbone et également de tout ce qui peut vous aider à faire mieux, puisqu'il existe beaucoup de choses, sans pour autant devoir investir en fonds propres uniquement. Alors aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir Alex Sibois Cibois, pardon. Cibois avec un B. Voilà, j'ai une petite erreur là, c'est pas Sirois, c'est Cibois qui est connecté aujourd'hui de HiveNet, qui nous parlera de la solution qu'ils ont déployée. Alors Jean-Baptiste aujourd'hui ne sera pas présent, mais c'est Julien qui sera présent, Julien Choucroune qui sera présent pour DataGreen. Donc, on essaye d'approcher le sujet parce qu'on a un petit warning de la part notamment de l'ADEME qui fait des études avec l'ARCEP et qui a fait un petit calcul savant qui nous dit que 46% aujourd'hui de l'empreinte carbone du numérique en France est due aux usages des services numériques. Et dans les usages, il y a bien évidemment aussi le sujet
cloud, stockage, data center. Donc, les questions qui vont se poser sont simples, c'est comment on peut agir. Aujourd'hui, il y a beaucoup de data centers en activité, de plus en plus. Sur les 5 dernières années, il y a une forte augmentation du nombre de data centers, ce que vous avez pu constater par vous-même. Comment on fait autrement? Comment on fait aussi pour que tous ceux qui sont installés, les data centers, peuvent potentiellement avoir une empreinte plus faible? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Là, c'est peut-être Data Green aussi qui va nous en parler. Est-ce qu'on peut transformer des data centers existants? Est-ce qu'on peut construire véritablement des data centers plus frugaux? Jusqu'à quel point? Donc, et également, est-ce qu'on peut faire autrement? Pas uniquement du data center, mais peut-être utiliser d'autres moyens. Ça, c'est plutôt le sujet de HiveNet, quand on peut distribuer, ça s'appelle plutôt du cloud distribué, du stockage, du calcul, autrement qu'au travers de data centers plus conventionnels. Donc, bienvenue à tous les deux. Je vais laisser la parole d'abord à Alex et ensuite ce sera Julien. N'hésitez surtout pas à poser vos questions. Plus vous échangerez, plus ce sera riche et plus vous apprendrez de ce que ces entreprises innovantes ont fait et comment elles comptent finalement déployer leurs offres. Et peut-être que vous en serez demain les premiers clients. Donc, je laisse la parole à Alex. Je vous passe la capacité de présenter. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci de nous avoir invités pour parler des solutions que l'on a imaginées pour répondre à ces challenges existentiels qui nous concernent bien tous, évidemment. Et on pense contribuer à l'avenir à notre échelle, en partie une solution qui est nécessaire aujourd'hui. Alors, moi, je vais parler de deux sociétés. Je représente HiveNet, mais je vais parler aussi de Polycloud. On est partenaires assez proches avec les deux sociétés. Jean-Baptiste n'était pas disponible aujourd'hui, donc je vais couvrir les deux. Je vais faire de mon mieux. Encore une fois, comme Stéphanie l'a indiqué, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vais essayer d'y répondre. Si j'ai pas la réponse, je me ferai une joie de revenir vers vous avec la réponse. Voilà. Donc, merci encore et n'hésitez pas à poser des questions. Alors, normalement, vous devriez bien voir le premier slide qui se nomme HiveNet Sovereign Distributed Cloud. Alors, juste pour information, donc la présentation est en anglais. Maintenant, je fais tout en français, évidemment. Vous m'excuserez à la base de tous mes anglicismes. J'ai passé 25 ans de ma vie professionnelle à l'étranger. Je suis français, j'ai le passeport français, mais des fois, j'ai un petit peu oublié ou alors j'ai l'habitude d'utiliser des mots qui ne sont pas toujours français, donc vous m'en excuserez à l'avance. Voilà. Alors, juste une petite présentation d'où on vient. En fait, il y a deux individus très importants pour nous qui ont cofondé HiveNet. Donc, commençons par les dames. Queenie Chan, qui est basée à Hong Kong, qui a travaillé avec David Gurley à Symfony auparavant et qui ont décidé de mettre en place HiveNet. Bon, ils se connaissent bien. Ils avaient envie de monter quelque chose ensemble après la formidable aventure de Symfony, qui, pour ceux qui ne connaissent pas, est une grosse société qui est toujours pertinente aujourd'hui, qui est, pour résumer, peut-être le Slack de toutes les places financières à Wall Street et globalement. Et ils ont travaillé ensemble à ce niveau-là. David, lui, pour certains, est connu comme étant quelqu'un qui a fortement contribué à la mise en place des standards concernant la voix sur IP. Pour ça, il a travaillé à Microsoft et était un petit peu à l'origine de ce que l'on connaît tous aujourd'hui sous le nom de Teams.
Et après, il travaille de façon assez proche avec Bill Gates d'ailleurs sur le sujet. Et après, il est passé chez Skype pour monter la partie business. Donc du bagage. Et en fait, l'idée avec AgNet, c'était de trouver une solution par rapport à tous ces problèmes aujourd'hui de durabilité et ces problèmes que tout le monde utilise du cloud, mais il y a des choses qui sont un peu cassées sur le marché. Alors, quelques gros chiffres à retenir. Donc, tout le monde utilise du cloud. Malheureusement, le cloud est principalement trusté par des sociétés américaines. Hein. Donc, il y a plus de 60% de parts de marché qui sont contrôlées par des Américains et des sociétés non européennes en particulier. Donc, déjà, petit problème. Ensuite, on a un besoin évidemment croissant et ça s'accélère avec surtout dernièrement la révolution IA. On a besoin de capacités de calcul toujours plus importantes. Ça coûte toujours de plus en plus cher à chaque fois. Vous mettez le doigt dans le système, vous utilisez des services cloud et au final, en fait, vos coûts de cloud augmentent continuellement. Et surtout, on a un problème d'énergie sur le long terme. Donc, si vous vous rappelez, il n'y a pas si longtemps que ça, Eric Schmidt, l'ancien CEO de Google, avait peut-être choqué beaucoup, et c'est devenu assez viral, je crois, ce qu'il avait dit. Il avait dit que 99% de l'électricité mondiale en 2030 serait utilisée par l'IA. Alors, qu'est-ce qui reste? 1%. C'est pas beaucoup pour faire fonctionner le reste du monde. Donc, avec ces chiffres très parlants, je crois, donc David et Cooney se sont dit, bon, il y a peut-être un truc à faire. Alors, quel est le principe du cloud distribué qu'on a mis en place depuis un peu plus de 3 ans maintenant? Le premier, c'est en fait, pourquoi reconstruire quelque chose qui est déjà en place? Donc, vous ne le savez peut-être tous pas, mais aujourd'hui, 70% des capacités de calcul dans le monde sont inutilisées. Donc, tout le monde a un appareil électronique, au minimum un téléphone, un desktop, un laptop, une console de jeux vidéo et tous les outils qui nous entourent, qui ont des capacités de calcul, sont loin d'être optimisés. Donc 70% de la capacité globale est inutilisée. Donc ça, c'est un premier constat. La deuxième chose, c'est que aujourd'hui, tous ces outils sont interconnectés entre eux, mais de façon inégale. Et donc, nous, aujourd'hui, on a essayé et on a réussi par commencer de prouver la faisabilité d'un cloud distribué en interconnectant un million d'appareils entre eux. C'est que le début, ça croît tous les mois très, très rapidement. Mais avec 1 million, on a déjà une bonne base pour démontrer que ce que l'on a développé fonctionne. Et troisièmement, on a utilisé la technologie peer-to-peer, qui est aujourd'hui, je dirais, assez banale. Alors pour les vieux schnocks, peut-être comme moi, fin années 90, début années 2000, moi je faisais un peu comme tout le monde. Hein. Je piratais de la musique, je piratais des films en utilisant des technologies peer-to-peer. Vous vous souviendrez peut-être pour certains Kazaa ou Napster ou d'autres ou Pirate Bay, si ça vous parle. Et ben nous, on a réutilisé cette technologie pour pouvoir mieux interconnecter les devices dans le monde entier et optimiser leur utilisation en reprenant ces instances inutilisées et en les recombinant pour recréer un cloud que l'on appelle distribué. Donc ça, c'est le principe. Okay. Alors, j'ai essayé de faire simple avec un tableau pour un peu comparatif. Alors, il faut bien comprendre que nous, notre approche, elle est très, je dirais, provocatrice, philosophiquement parlant. C'est que nous, on ne croit pas à tout ce qui est modèle centralisé. On croit plus au modèle décentralisé, évidemment.
La grande majorité des modèles aujourd'hui à disposition est représentée par les grands hyperscalers US en particulier, mais pas seulement, asiatiques aussi. C'est des gros data centers à coût de milliards de dollars, d'euros. C'est une utilisation très importante des ressources naturelles pour pouvoir, entre autres, refroidir l'ensemble. Bon, il y a pas mal de problèmes. Donc voilà, j'ai essayé de mettre un petit tableau pour vous donner comment nous on se positionnait. Donc clairement, au niveau de durabilité, pour les gros data centers centralisés, bah, c'est pas trop ça. Faut pas se le cacher. Comme Stéphanie a dit récemment, nos gouvernants ont réalisé qu'en fait leur méthode de calcul était pas très carrée parce qu'en fait toute l'activité data center qui est principalement mise en place hors de notre géographie, eh ben, n'était pas comptée. Donc maintenant, retour à la réalité, c'est compté et c'est douloureux. Donc nous, en utilisant quelque chose qui est existant et en optimisant une architecture existante, on a velléité d'avoir une durabilité, un modèle durable beaucoup plus performant que n'importe lequel. Hein. Et puis après, comment on se positionne pour que ça prenne, puisqu'aujourd'hui, comment on trouve nos clients, si on leur dit juste, bah voilà, on est plus durable que les autres, ça va être intéressant, mais ça va pas être le seul moyen de conquérir ces marchés-là. Il faut qu'on soit compétitif au niveau prix. Donc, on va créer un pricing qui soit fixe sur une durée donnée et qui n'ait pas de coûts cachés. Rappelez-vous, on utilise la technologie peer-to-peer, donc en fait, on va saucissonner l'information et l'envoyer sur plein de devices avec un nombre multiple de copies, puisqu'un des gros challenges de la technologie distribuée, c'est que vous gérez un ensemble euh, très chaotique de différents formats de puissance de calcul distribués sur des géographies et surtout, vous avez une stabilité qui est très inégale sur la disponibilité de ces instances-là. Vous pouvez imaginer qu'on ne peut jamais garantir que un téléphone ou un laptop soit toujours en marche 24 heures sur 24. C'est pas le cas. Et donc, nous, un des gros challenges à développer cette technologie-là, c'était de réaliser quelque chose qui tienne la route avec une théorie assez élevée d'un nombre d'outils qui disparaissent de la constellation. Et donc, aujourd'hui, jusqu'à 44% de ces outils, s'ils sont indisponibles, on peut toujours le faire fonctionner. Et donc au niveau sécuritaire, c'est intéressant parce que l'information est partout, donc c'est difficile à hacker. Nous, on peut contrôler de façon assez forte, et je vous expliquerai après le sens du partenariat avec Polyclad sur l'aspect souverain qui est tellement important pour beaucoup d'entre nous, et s'assurer que les datas sortent pas de la France. Donc, on va sélectionner les devices avec qui on est interconnecté qui sont bien en France, mais aussi on va utiliser des partenaires comme Polyclad. Et au niveau performance, c'est un petit peu contre. Ça pourrait aller à l'encontre de la logique, mais le modèle distribué est en fait plus performant qu'un modèle centralisé. Pourquoi? Parce qu'en fait, les canaux de distribution et de communication avec un modèle centralisé est tenu par rapport à un upload, un download, entre autres, qui est figé. Dans un modèle distribué, le système va toujours emprunter le chemin le plus rapide. Donc, même si les devices ne sont pas les uns à côté des autres, il y a toujours des voies d'optimisation qui sont disponibles. Alors, on a fait un partenariat avec un pilote, avec HSBC, une des grandes banques. Bon, alors sans surprise, bien évidemment, hein, rappelez-vous, les fondateurs viennent de la galaxie de Symfony. Symfony était très connu avec les grands acteurs de la place financière, les grosses banques. Donc, bien évidemment, on s'est jeté sur cette opportunité-là avec HiveNet pour prouver notre modèle avec une grande banque comme HSBC.
Et aujourd'hui, on a réalisé avec ce pilote que la distribution sur leur base installée, qui se place derrière leur firewall, est au minimum aussi compétitive en performance que avec les autres hyperscalers, donc dans ce cas-là AWS. Mais il y a une grosse économie de coûts, bien évidemment. Encore une fois, on n'est pas propriétaire et nos partenaires n'achètent aucun hardware supplémentaire. Ils utilisent l'existant. Donc, grosse économie sur l'investissement. Et surtout, bien évidemment, comme il n'y a pas de création de nouvelles activités, de nouveaux hardware supplémentés, on a une économie une baisse du carbone footprint qui est estimée durant le pilote à moins 66%. Alors, ne me demandez pas comment on calcule ça parce que j'ai pas le détail. Pour ceux qui sont intéressés, je pourrais revenir vers vous en particulier. Mais c'était l'objectif du pilote, c'était de démontrer ces trois points. Et ça fonctionne. Je fais une petite pause, peut-être s'il y a des questions à ce stade-là. Sinon, je continue. Alors, Stéphanie? pas pour l'instant. Non? Je rappelle que c'est le petit module que vous pouvez utiliser pour toute question. Moi, je pense que ce sera intéressant de savoir, Alex, comment vous avez mesuré ça. Bien évidemment. Le carbon footprint, je pense, parce que c'est toujours, quand on voit des grands chiffres, on se dit toujours, mais comment c'est possible? Alors, on aimerait Oui, connaître alors, la recette. c'est toujours bien évidemment tendancieux et je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut absolument être très transparent par rapport au calcul de ce métrique-là. Il faut garder à l'esprit néanmoins que le modèle de base, c'est qu'on optimise de l'existant. Donc ça, de ce point de vue-là, on va contribuer à minimiser une augmentation d'activité tout en optimisant des instances existantes. Donc une grosse partie de ce calcul de carbone vient de là. Hein. Mais avec tout à fait avec grand plaisir revenir. C'est une question de Cindy qu'on connaît bien, du CEA, qui est intéressée de savoir comment vous avez calculé le carbon footprint effectivement. Donc ça, peut-être que vous pourrez nous le dire. Ouais, je reviendrai vers vous avec Voilà, l'information. au-delà du comment, connaître les hypothèses du calcul. Tout à fait, tout à fait. Très bien. On Voilà, peut... donc ça c'est pour la partie HiveNet. Et je peux, alors s'il n'y a pas de questions pour HiveNet à ce niveau-là, je vais continuer avec Polycloud. Donc rappelez-vous, nous, le modèle, c'est distribution à l'inverse de centralisé, c'est utilisation des instances existantes et c'est ne pas être propriétaire de hardware. Okay. Donc on est une société de software. Hein. D'ailleurs, nos modèles sont très calqués sur les modèles historiques SaaS. Donc c'est des souscriptions et notre software optimise les infrastructures. Maintenant, avec le temps, donc on a démontré que la technologie fonctionnait. On a démontré qu'on pouvait faire ça à grande échelle, donc avec ces 1 million de devices interconnectés. Et on a deux parties. On a une partie publique et une partie privée. Partie publique est plus B2C, où on a tous les jours des utilisateurs supplémentaires qui mettent à disposition une partie de leurs instances à disposition à la communauté en échange d'avoir une capacité de calcul ou de stockage beaucoup plus important à un instant T quand elle est nécessaire à un instant T que ce qu'ils ont en physique. Et puis la partie privée qui est plus la partie entreprise où là on va sécuriser sur un mode privé ou alors se mettre derrière le firewall des infrastructures des grosses sociétés. Mais on est arrivé aussi assez rapidement à comprendre qu'il y avait des besoins sur le marché. En particulier, des villes sont venues, des agglomérations sont venues nous voir pour nous demander comment on peut faire bon escient de cette technologie pour nos propres activités. Donc, les agglomérations ont toutes besoin d'optimiser leur capacité de stockage et de calcul, entre autres. Et ils ont besoin de ça pour les services généraux, pour les hôpitaux, pour la police, pour un ensemble de choses. Et toutes les considérations d'hégémonie, de localisation, de la gestion de la donnée,
de la durabilité et toutes ces choses-là, de l'empreinte physique, de l'espace utilisé, tout ça c'est très important. Et donc nous, comme on utilise, on n'est pas propriétaire de hardware, donc on a fait appel à Polycloud. Et Polycloud, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des data centers en container. Alors, bon, c'est assez simple à comprendre, je dirais, hein. Vous prenez un container qui, à la base, est utilisé pour du transport maritime beaucoup entre régions du monde. Et ces containers-là sont utilisés pour et remplis de serveurs et de processeurs pour pouvoir faire plusieurs choses et répondre à certaines problématiques. Donc, comme je le soulignais, les problèmes de souveraineté, les problèmes de durabilité, et on verra un peu comment, de disponibilité, parce qu'on peut déployer ces data centers à des moindres coûts assez rapidement et localement. Donc au niveau de l'efficience énergétique, donc nous on n'utilise pas d'eau pour refroidir. Et je pense que DataGreen pourra développer le sujet puisque je crois que c'est leur spécialité, hein, le refroidissement entre autres. Et donc on a une utilisation, on n'a pas eu d'utilisation d'eau, on a une utilisation importante de puissance pour faire fonctionner ces data centers qui sont bien évidemment beaucoup plus petits que les data centers géants. On a un autre aspect, c'est que ça prend moins de place, bien évidemment, hein. Donc, on parle d'à peu près 50 mètres carrés pour un conteneur de 20 pieds. Vous doublez avec un conteneur de 40 pieds. Ça, dans beaucoup d'agglomérations, de villes, voire de villages, on peut trouver cette place-là. Donc, ça, c'est important. La place, c'est important. On n'y pense pas toujours, mais trouver la place pour mettre ces capacités, cette infrastructure, c'est quand même très important. Et puis, et donc, on va configurer ça en fonction des besoins. Et on va le localiser, alors pour les Français en France, mais on fait ça aussi à Dubaï, on fait ça aux États-Unis, on fait ça un petit peu partout. Donc ça, c'est le principe. Donc, alors, pour les cas d'usage, il y a des choses qui sont intéressantes, bien évidemment. Donc, cette capacité d'activation IA et de stockage, c'est important. Mais il y a aussi la réutilisation de ce qu'on appelle en anglais fatal heat. Donc, toute l'énergie et la chaleur qui est générée, ça intéresse des clients. Alors, par exemple, on est en conversation pas mal avec toute l'industrie de l'agriculture, où eux, ils ont besoin de chaleur. Ils sont pas très intéressés par les capacités de calcul, mais eux, ils ont besoin de la chaleur. Donc en fait, nous, en collaboration avec Polycloud, on va tenter de supporter tout un écosystème qui va pouvoir réutiliser les fonctionnalités, que ce soit la chaleur ou les capacités de calcul et de stockage, et de les interconnecter entre elles. Ce que l'on fait aussi, c'est que ce que l'on offre, c'est que on n'utilise jamais 100% en général des capacités de calcul sur la durée. Vous pouvez avoir des pics, mais sur la durée, vous n'utilisez jamais 100%. Et donc, nous, on apporte une solution de monétisation qui est possible via la technologie HypeNet. Rappelez-vous, nous, on interconnecte les instances entre elles. Et donc, on est capable de revendre ces instances inutilisées à des acteurs qui en ont besoin. Et donc, quand, par exemple, on délivre un Polycloud, un container, et que, disons, allez, 60-80% de la capacité est utilisée, et encore c'est élevé ça, et ben on aura 40-20% de capacité à disposition pour monétiser, et on permet aux clients d'amortir plus rapidement l'investissement en infrastructure. Et puis aussi, il y a évidemment des cas où il y a des excès de production d'énergie dans certains cas. Ils ne savent pas quoi en faire. Et donc, on va utiliser cette énergie pour faire fonctionner ces polyclouds. Voilà, donc tout ça, c'est un cercle virtueux. Je prends des raccourcis, bien évidemment. Hein, j'ai une présentation très, très générique, mais c'est le principe. Hein. Quand vous pourrez revenir avec les questions quand vous voudrez, soit maintenant ou après. Justement, Alex, il y a beaucoup de questions qui sont arrivées, dont une, attends, je crois qu'elle rejoint.
Alors, pas Je les vois forcément. pas, c'est vrai, les questions. Donc, je me tiens à ta voix, Stéphanie, Une pour les petite questions. question de Anne. Alors, c'est un peu ça, hein, hyperscaler versus autre chose, mais là, c'était plutôt par rapport à précédemment, je pense, hein, Ouais. au cloud distribué, qui était quelle est la part de marché entre hyperscaler et les solutions telles que vous les proposez. C'était plutôt, me semble-t-il, la précédente, mais ça peut aussi être celle-ci. Je pense qu'on peut mixer les deux. Ouais. Une alternative nouvelle, quand même. Bien sûr, bien sûr. Alors, on est qu'au début, hein, évidemment. Donc, si vous vous rappelez le premier slide que je vous avais montré, donc il y avait 60% de part de marché du cloud qui était trusté par des acteurs non européens. J'ai pas exactement un chiffre, mais je dirais c'est une majorité du marché est trusté par ces hyperscalers. Donc les hyperscalers, hein, c'est clair, il y en a trois principaux. Hein. Il y a Microsoft avec Azure. Vous avez Amazon avec AWS et vous avez Google Cloud. Mais il y en a d'autres, bien évidemment. Et puis, on a des Français, on a du OVH, on en a pas mal. Mais là, aujourd'hui, le gros du marché, c'est des gros data centers centralisés. Hein. Et donc, nous, on veut complémenter. Alors, pas initialement disrupter, de toute façon, on n'a pas les capacités à faire cela, bien évidemment. On se bat contre des géants. Mais initialement, notre velléité, c'est de prendre une petite part de marché de ce marché toujours en croissance très très forte et à terme, pourquoi pas concurrencer les gros via je dirais notre modèle et notre philosophie qui, elle, est sur la partie décentralisée. Donc, j'ai pas répondu à votre question avec un chiffre précis, mais aujourd'hui, rappelez-vous, ça fait 3 ans qu'on existe, hein, donc on a encore un chemin à parcourir avant d'inquiéter les gros, mais on a des grosses ambitions. Hein. Et pour la partie Polycloud spécifiquement, ça a été lancé, le partenariat a été lancé en février, hein, donc c'est assez nouveau. Effectivement. J'ai aussi Pablo qui nous a trouvé la voie vers le rapport de sustainability de HiveNet. Donc, il a mis le Ouais. petit lien. Merci Bah, Pablo. merci Pablo. Si c'est le même Pablo que je connais, merci Pablo et coucou. Voilà, donc il y a toutes les infos là dans la partie questions, vous avez les liens. J'ai une autre question de Christophe. Il serait intéressant d'avoir 2 informations sur le carbon footprint à l'utilisation et à la production. Évidemment, c'est 2 choses qu'on distingue, ce qui Ouais. explique certainement une partie du gain 66%, comme vous l'avez expliqué. Évidemment, puisqu'on sait que normalement, d'après les chiffres communément admis, 80 à 85, 80% à peu près, c'est la production des machines. Hein, ça, c'est le carbone footprint parce que l'extraction des minerais, etc., Bien sûr, production, elle n'est pas faite forcément chez nous, donc elle sera faite carbonée, etc., etc. bien sûr. C'est évident. Donc, c'est une piste là. Effectivement, je pense qu'il y a à distinguer utilisation et production. Donc là, ce sera dans la réponse que vous ferez, Alex. Ouais. Donc, Oui, tout à l'info. fait. Bah, la production, enfin, à nouveau, rappelez-vous, nous, on n'a pas de hardware en propre, hein, Polycloud, donc c'est un partenaire. Donc, en fait, la relation avec Polycloud, c'est quoi? C'est qu'on va interconnecter les Polycloud, tous les containers entre eux avec la technologie AVNet. Et donc, pour les instances qui seront mis, je dirais, dans le pot commun, pourront être optimisés de la même façon comme on a optimisé à date le million d'appareils aujourd'hui. Donc vous voyez la logique, ça se tient. Mais encore une fois, nous, on est une couche logicielle pour optimiser cette infrastructure. Donc oui, en production, donc voilà, on est, c'est à partir de ce moment-là D'où peut-être une où complémentarité avec DataGreen, hein, parce qu'ils sont plutôt. tout à fait. Hein. Il y avait une autre remarque de Gaël, commentaire sur l'impact environnemental, on est bien d'accord, mais vous en avez parlé après. Dans un data center classique concentré, on peut imaginer récupérer la chaleur pour la valoriser. Effectivement, c'est ce que vous avez
plus ou moins commencé à expliquer. Ouais. Une question de Christophe, très intéressante. Utilisez-vous une solution blockchain pour valoriser la distribution ou pour sécuriser ou valoriser la distribution? Ça, c'est côté HiveNet plutôt, je pense. Mais il me semble que c'est pas Ouais, ça. Non? non, pas exactement. Maintenant, c'est une question intéressante. Pourquoi? C'est une question intéressante parce qu'en fait, si vous regardez dans le monde des data centers et surtout des utilisateurs, c'est qui les champions du monde de l'optimisation? C'est les crypto miners. OK? Le monde de la crypto a tout compris à l'optimisation des data centers. Et en fait, il y a d'ailleurs certains de nos clients aujourd'hui, et en particulier clients Polycloud, sont des data miners qui, eux, veulent optimiser leur capacité à faire du minage de crypto, de Bitcoin et autres, mais en même temps de revaloriser toute l'énergie et la chaleur produite lors de cette activité-là pour le remettre dans le réseau. Je pense en particulier à une société qui s'appelle Data Factory, qui est en croissance très très forte aux États-Unis, qui sont utilisateurs de Polycloud. Et on est en train d'installer un certain nombre de Polycloud où eux, ils pensent que justement le mining de crypto, c'est pas fondamentalement durable pour l'éternité et qu'il va falloir répondre à des problèmes énergétiques. Et donc, dans la grille énergétique américaine, vous avez des inconsistances et tout n'est pas toujours disponible au même moment. Et le fait d'avoir des data centers en container distribués sur l'ensemble de la géographie des marchés dans lesquels ils sont, peut être une solution et en fait d'aller taper dans les data centers qui sont approvisionnés avec le bon niveau énergétique quand d'autres sont peut-être sous-optimisés. Ok. On prend une dernière question et on passera chez Julien pour être dans Ouais, la... il faut laisser du temps pour Data Green. Hein. Je vous Exactement. change le slide juste pour vous montrer à quoi ça ressemble un À container quoi ça ici. ressemble? Très bien. Ouais. Une question de Gaël. Concernant la souveraineté, quel GPU utilisez-vous et rencontrez-vous des difficultés d'approvisionnement de ces GPU? Ah, bonne question. Alors, principalement aujourd'hui, c'est des RTX 4090 et 5090, donc NVIDIA. Alors nous, rappelez-vous, on a une cofondatrice qui est basée à Hong Kong. Donc on a des relations privilégiées avec la partie Asie. Donc au niveau achat, donc pour l'instant on est bien et on fait nos optimisations nous-mêmes. Mais c'est une bonne question parce que justement c'est la préoccupation de tout le monde, c'est l'accès à la capacité de calcul. Nous, on a cet accès-là aujourd'hui et on essaie de l'optimiser avec la technologie HiveNet et avec la solution Polycloud. Mais voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. En tout cas, ça reste des GPU de grands faiseurs. Voilà. Voilà. Donc 40-90 et 50-90 principalement aujourd'hui. Ok, parfait. On va passer à Julien. Merci beaucoup, Alex. Ouais. Merci. Et n'hésitez pas à envoyer les questions à Stéphanie pour que je puisse Oui, revenir vers vous individuellement avec les réponses. Normalement, le système va me les renvoyer encore si on n'y avait pas toutes répondu. On va essayer de traiter. Je vais passer la partie présentation à Julien. Alors, Julien, hop, je vous désigne comme présentateur. Vous pouvez maintenant présenter. Super. Alors, Bon, je pense que vous êtes quand même très complémentaires entre ce que peut proposer DataGreen et vous, vos surcouches couches logicielles, distribution. On a des conversations, on va pas le cacher. On veut trouver une façon de bosser ensemble. Donc voilà. est-ce que vous voyez bien mon écran? Parfait, merci, parfait. Très bien. Donc bonjour à tous. Moi je suis Julien, cofondateur et responsable de l'intelligence artificielle chez DataGreen. Et du coup, DataGreen,
sommes vraiment ravis de faire part à ce webinaire pour répondre à la problématique frugalité, décarbonation du numérique. Parce que nous, on fournit du matériel de nouvelle génération pour les data centers, pour les rendre plus éco-responsables, plus performants, mais aussi souverains, vertueux. Donc, en fait, on voit avec l'explosion actuelle de l'IA, de la 5G, du cloud, de l'IoT, ça crée énormément de demandes pour les data centers. Et en fait, c'est un peu comme le pétrole à l'époque, ça crée de nouvelles dépendances, mais de nouvelles pollutions. Et tout cela, ça crée des défis majeurs qu'on voit actuellement, des problèmes énergétiques. On consomme de plus en plus d'énergie, problèmes écologiques avec une grosse empreinte carbone, problèmes de foncier, de terre, trouver l'espace pour pouvoir placer des data centers, de plus en plus rares aussi, et des problèmes de souveraineté et de sécurité. Une question qu'on se pose de plus en plus en France et en Europe. Et donc, pour cela, en fait, DataGreen, on vient répondre en fait à cette problématique de décarbonation du numérique par une approche innovante et deep tech, par plusieurs innovations en fait qui vont d'abord du système de refroidissement qu'on a totalement reconçu, puisque nous on utilise du système de refroidissement liquide sur puce directement, ce qui fait qu'on élimine tous les besoins en climatisation extérieure. On n'utilise pas d'immersion, on n'utilise pas de réservoir d'eau extérieur, uniquement du système de refroidissement sur puce. Et c'est ça en fait qui fait déjà réduire les coûts énergétiques de 50 à 75%, et réduire aussi l'empreinte carbone. Une autre aussi innovation donc, qui vient se combiner avec le refroidissement, c'est le serveur en fait lui-même, vraiment le boîtier de serveur qu'on a totalement reconçu, qui est étanche donc, à l'air, à l'humidité, à la poussière, ce qui fait qu'en fait on réduit les besoins en maintenance et on allonge la durabilité des serveurs. Une troisième innovation, c'est la récupération de chaleur des serveurs. Donc, ce qui fait qu'on récupère jusqu'à 98% de la chaleur résiduelle pour chauffer directement les bâtiments, mais aussi climatiser les bâtiments, parce qu'on transforme l'air chaud en air froid, mais aussi redistribuer sur le grid. Et en fait, par ça, on crée toute une économie circulaire, une énergie circulaire finalement, qui permet de réduire de 82% les empreintes CO2. Tout cela géré par une IA derrière, donc pour tout ce qui est optimisation, gestion du data center, de la maintenance. Donc pareil, ça réduit les coûts, ça allonge la durabilité et ça réduit la maintenance. Et aussi pour faire un lien avec ce que vous avez dit tout à l'heure du rapport de l'ADEME qui est sorti récemment, un chiffre clé, c'est 80%, et c'était 80% de l'empreinte CO2 du secteur numérique, c'est dû à la fabrication du matériel IT. Et nous, en tant que fabricant de matériel IT, du coup, on est directement concernés. Mais c'est pour ça que chez DataGreen, on prend le problème à la source. On travaille sur l'éco-conception de tous nos serveurs, de tous nos produits, qui va du refroidissement jusqu'au boîtier. Et ce qui fait aussi donc qu'on est capable de réaménager, de moderniser des infrastructures existantes, donc le rétrofit des data centers, donc ne pas partir de zéro, mais vraiment utiliser le matériel existant et le réaménager, le rendre plus vert, plus vertueux et plus durable. Et enfin, on propose aussi une décentralisation des data centers, parce que ça permet de réduire le stress sur le réseau urbain, mais aussi de booster la résilience, la sécurité et la souveraineté. Donc, ça, c'est nos technologies en image, le système de refroidissement, les boîtiers de serveurs. Et en fait, c'est que tous nos serveurs sont adaptables selon les besoins des clients. Donc, si le client souhaite plutôt faire de l'IA ou souhaite plutôt faire du stockage, tous nos serveurs sont scalables et modulables.
Et donc, on a créé une range de produits qui va du petit produit de la workstation qui peut être placé dans un bureau jusqu'au boîtier de serveur plus gros, mais qui a une très grosse capacité de calcul, donc qui peut accueillir jusqu'à 30 GPU dans un seul boîtier. Et ça, de façon scalable, et où on peut additionner du coup ces serveurs-là. Et en fait, notre technologie, en fait, il y a moins d'espace requis et plus de puissance de calcul par mètre carré. Nous, on condense vraiment nos serveurs, on place beaucoup plus de puissance de calcul par mètre carré, ce qui fait que le retour sur investissement est beaucoup plus rapide. Le problème de foncier, déjà, est adressé par cette solution-là, puisque nous, un data center de 1000 m², on peut le transformer en 100 m². Et puis, finalement, il y a l'idée de rendre mobile le data center pour des événements temporaires, provisoires, pour des zones de désert numérique. Et c'est là où vient aussi Polycloud, où bien sûr, une collaboration pourrait être envisagée. Hein, pourquoi pas, parce que nous, on fournit le hardware, Polycloud et Avnet produisent le software. Dans leur conteneur, et ben, ça serait pourquoi pas une très belle idée. Et donc là, pour cette slide, il y a beaucoup de chiffres, mais ce qu'il faut retenir là dans le cadre de la frugalité et de la décarbonation numérique, c'est que c'est un marché vraiment exponentiel, un très gros marché, plus de 500 milliards de dépenses dans le cloud estimées en 2025. Mais là, on pourrait se dire, c'est vraiment un énorme marché et on pourrait réduire tout cela en fait par des solutions éco-responsables, éco-conçues, souveraines, par des technologies comme le refroidissement liquide, qui est là actuellement le segment à la plus forte croissance, ou aussi le rétrofit. Le marché du rétrofit augmente de plus en plus, 140 milliards actuellement. Donc tous ces chiffres-là, ça montre que les data centers sont un enjeu primordial actuellement et qu'il faut dès maintenant commencer vraiment à éco-concevoir, à penser la façon dont sont faits les data centers, à penser la façon dont sont faits les hyperscalers aussi, l'obsolescence. Donc, c'est vraiment trouver des solutions à tout cela. Et c'est là où DataGreen, après 5 ans de recherche et développement, en fait, depuis 2019, donc notre équipe basée à Nice, c'est là où on a innové en fait pour rendre les data centers plus accessibles, mais aussi réduire du coup tous les problèmes précédemment dits, et également les problèmes de souveraineté pour avoir vraiment des data centers franco-français, vraiment local même, et qu'on puisse collaborer avec vraiment l'écosystème local, avec par exemple Avnet, Polycloud, pour créer quelque chose vraiment de local, de souverain, de décentralisé, d'éco-responsable. Et donc, après ces 5 années de recherche et développement, on a été heureux d'être lauréat de quelques prix, du CES 2025, de Dassault Systèmes. Récemment, on a été lauréat du Forum Afrique-France pour la transition énergétique et écologique. Et on est aussi soutenu par l'IMRED. Donc l'IMRED à Nice, c'est l'Institut méditerranéen de recherche en risque et développement durable. Donc il fait partie de l'Université Côte d'Azur. Et donc on est soutenu par cet institut-là pour déjà avoir tous nos tests réalisés, donc tous les chiffres que j'ai dit précédemment sur la réduction des émissions de CO2, sur la réduction des coûts énergétiques sont émis par cet institut-là et prouvent que ces solutions-là peuvent fonctionner et même à grande échelle finalement, que ce soit pour les besoins de l'université, pour les besoins d'autres entreprises, de start-up, de PME, de grands groupes, et que toutes ces solutions sont scalables. Et donc, voilà, nos soutiens et partenaires. Donc là, c'est un mot pour Actantis parce que nous sommes heureux de faire partie de l'écosystème Actantis, de faire partie de ce webinaire pour partager nos innovations.
pour aussi pour partager aussi des idées avec d'autres sociétés comme Polycloud, Avnet, pourquoi pas, et à mener sur des futurs projets. Super, merci Voilà, Julien. merci. Merci beaucoup Julien. Je vois que vous êtes présélectionné, en tout cas vous allez travailler sur le sujet des JO de 2030. Oui. Et on aura certainement besoin de mettre de la puissance plutôt green, on va dire, au plus proche de là où ça va se passer, puisque ce sera en montagne. Donc très intéressant. J'ai pas mal de questions pour vous, Julien, et j'avais encore une petite question pour Alex. Donc pour vous, alors attendez, je vais prendre dans l'ordre. Alors, pouvez-vous expliquer, donc c'est pour Julien, le principe de récupération de la chaleur, si refroidissement par conception du chip et boîtier étanche? C'est vrai que c'est pas facile à appréhender. Alors, je vais peut-être revenir. Je pense sur cette image-là, elle est assez parlante. Même si, bon, pour rentrer dans les détails, cette personne ou ces personnes peuvent me contacter aussi pour peut-être rentrer dans les détails où ça peut faire l'objet d'un nouveau webinaire, pourquoi pas. Mais je vais essayer d'être assez concis et assez facile aussi. Donc, nous, on utilise du refroidissement liquide. Donc, en fait, sur l'image à gauche, c'est un bloc de refroidissement qu'on vient apposer sur chaque puce, donc les GPU, les CPU. On va refroidir cela par du liquide dedans qui tourne en circuit fermé. On va récupérer cette chaleur donc par un liquide chaud qui va ensuite être évacué par une sortie spécifique, donc une seule sortie qui amène sur un échangeur thermique. Et ensuite, c'est comme ça qu'on peut se connecter au réseau du bâtiment directement pour chauffer. Si c'est un besoin de climatisation, on a en plus un boîtier qui transforme cet air chaud en air froid. Et aussi, on peut aussi se connecter au grid, au réseau urbain directement. Voilà, je ne sais pas si ça répond. Christophe va nous le dire, puisque c'est le Christophe qui avait posé la question. Je vais le laisser répondre. En attendant, je passe à Thomas. Où faites-vous fabriquer vos circuits de refroidissement sur puce? Fait fabriquer tout cela en fait avec notre partenaire industriel donc qui est dans le sud de la France. Donc tout est fait ici en France, tout par des matériaux recyclés, recyclables, par exemple à base d'aluminium, recyclé, recyclable. C'est comme ça qu'on arrive vraiment à répondre à la problématique des 80% que l'ADEME avait calculé. Vraiment, on arrive à réduire l'empreinte CO2 par la fabrication finalement de notre matériel IT. Oui, vous utilisez de l'aluminium recyclé, c'est assez rare, je pense. Moi, je n'ai pas rencontré beaucoup de fabricants qui utilisent l'aluminium recyclé. Alors ça a été étudié pendant 5 années. Donc ouais, c'est plutôt de l'aluminium plié. Mais en fait, vu que dans notre équipe de recherche et développement, vraiment c'est une équipe interdisciplinaire, donc qui va de l'hardware au software et même du coup de la thermodynamique et de la chimie. Donc c'est comme ça qu'on a combiné toutes nos compétences pour vraiment concevoir un produit comme cela, vraiment un produit éco-responsable qui réduise vraiment le plus possible l'empreinte carbone, tout en restant intéressant sur le marché, tout en restant performant sur le marché en fait par rapport aux offres actuelles qu'on voit. Ok, parfait. Donc Christophe nous a dit ok, merci pour la clarification tout à l'heure quand vous parliez du sujet. Avec plaisir. Bien sûr, les slides, Cindy, je vois que vous posez quelques petites questions. Les slides, on peut vous les mettre à disposition, j'imagine, enfin Julien et Alex confirmeront. Oui. Voilà, donc ça on le fera. Et j'avais donc une petite question complémentaire, mais ça je pense que c'était sur Polycloud. Je la recherche. Oui, donc c'est Emmanuel qui nous pose quelques petites questions. Comment les containers Polycloud sont-ils sécurisés d'un point de vue accès physique? Je pense qu'on
Première question. Deuxième Non, question. excuse-moi, j'ai pas entendu, j'ai une petite interruption de connexion. C'est quoi la question? La première question, c'est comment les containers Polycloud sont-ils sécurisés d'un point de vue de l'accès physique? La deuxième question, c'est est-ce qu'il est possible de produire un comparatif Polycloud hyperscaler pour un niveau de puissance de calcul stockage équivalent? Alors, je vais répondre à la première question. L'accès sécurisé est principalement géré par le client, puisque nous, on apporte le container. Maintenant, on n'a aucune décision sur l'endroit où ce container va être mis en place et comment il est sécurisé. Donc ça, c'est, je dirais, on n'est pas force de proposition par rapport à ça parce que c'est pas notre spécialité. Mais on le met pas dans un champ comme ça à tout accès, bien évidemment. Oui, on est d'accord. Et la partie. Et pour la deuxième question, c'était quoi à nouveau? Alors, est-il possible de produire un comparatif Polycloud hyperscaler? Mais c'est un peu ce que j'ai vu dans une slide, non? C'est ce que vous avez tenté de faire pour un niveau de puissance de calcul stockage équivalent. Alors, équivalent par rapport à quoi? Alors, nous on a une fonction limitante, c'est la taille du container. Hein. Donc aujourd'hui, on a 3 tailles. On a du 20 pieds, du 40 pieds et du 40 pieds plus. Donc, alors aujourd'hui, attendez que je retrouve mes notes parce qu'il y avait en effet le slide. Alors sur les, non, c'est pas celui-là. Est-ce que ça, écoutez, envoyez-moi parce que je veux pas tenir tout le monde avec les informations que j'ai pas là tout de suite. Je l'enverrai au monsieur. De toute façon, la présentation sera mise à disposition, bien évidemment. Et, je peux même essayer de la mettre à disposition déjà dans le webinaire, je vais m'en occuper. Ouais. Il y a une dernière petite question, donc on donnera la réponse. Hein, donc c'était bien. Alors je renote qui a posé cette question. C'était Emmanuel qu'on va garder en mémoire. Et il y a un dernier sujet qui est pour tous les deux, de Thomas. Il prendra contact avec vous. Restez-vous ouvert à de nouveaux partenariats de R&D, malgré ou en complément des partenariats existants? Je pense qu'on n'a jamais fini, non, sur ces sujets? Oui, bah, bien évidemment. Alors, la porte est toujours ouverte et grandement ouverte, bien évidemment. Toute bonne idée est bonne à explorer. Donc, nous, on n'a pas la prétention de tout savoir et de toute façon, on sait que le développement, c'est sur la durée. Donc, bien évidemment, oui, contactez-moi pour toute idée. Et si c'est du développement hardware, je le repasserai aux gens de Polycloud. Si c'est du soft, je repasserai à l'équipe technique chez nous. Mais avec grand plaisir, bien évidemment. Oui, pour rejoindre Alex, bah, nous, enfin, c'est vraiment pareil. Hein. Nous, on est ouvert à l'innovation. Enfin, on est de base une équipe d'ingénieurs. Donc, l'innovation, on adore ça. On pourrait en faire toute notre vie. Donc, forcément, bien sûr qu'on reste ouvert à l'innovation. C'est pour ça qu'on est partenaire de l'Université Côte d'Azur pour continuer à innover sur nos produits. Et bien sûr qu'on reste ouvert pour avancer sur ces thématiques-là qui sont de plus en plus importantes.